Le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, désigné RPEP, est entré en vigueur à la mi-août pendant la période des vacances de l'été 2014. Nous avons eu pour une première fois, un an plus tard, l'occasion de rencontrer les experts du gouvernement, en fait ceux qui sont à l'origine de la conception et de la rédaction de ce règlement. C'est une rencontre qui avait lieu à Drummondville, impliquant les maires des municipalités qui contestent les dispositions de ce règlement, qu'ils jugent beaucoup trop laxistes, beaucoup trop favorables à l'industrie. Ce règlement contient un chapitre qui amène subrepticement des normes pour la fracturation. C'est un règlement qui touche l'eau, mais en fait, tout le chapitre 5 traite des normes qui seront celles pour faire de la fracturation hydraulique dans le cas d'exploration pétrolière et gazière. Ça n'a qu'un rapport indirect à l'eau, mais c'est quand même caché dans un règlement sur l'eau. Que contient ce règlement, RPEP? Tout d'abord, il y a des généralités qu'on retrouve dans à peu près tous les règlements. La question des prélèvements d'eau, les installations requises. Ça traite aussi des systèmes de géothermie. Nous ne parlerons pas de ça. Ce que nous allons nous concentrer essentiellement sur ce qui a trait, donc dans le chapitre 5, sur ce qui concerne des dispositions concernant pétrole et gaz naturel. Ça implique notamment la question de la fracturation hydraulique. D'autres chapitres du règlement sont des dispositions spéciales, dont certaines applicables à Ville-Mercier, un cas de pollution notable, toujours pas réglé après 45 ans, des dispositions administratives, des dispositions transitoires, etc. Revenons un peu donc sur la question du chapitre 5. Les dispositions générales, c'est les articles 31 et 32. On définit aux articles 33 et 36 une nouvelle appellation sondage stratigraphique. C'est une façon détournée d'éviter l'appellation forage pour faire des puits d'exploitation ou des puits d'exploration. Antérieurement, il fallait obtenir des permis. La section 4, des articles 40 à 46, touche directement la description de ce que le gouvernement entend imposer comme norme pour donner des permis de fracturation. C'est des normes très laxistes, absolument pas réalistes, et nous allons en faire la démonstration dans les diapos qui vont suivre ici. Alors, j'ai parlé un peu donc de ce qu'on entend par fracturation. C'est défini à l'article 31. Ça soustrait à l'application du règlement toute injection pour faire de la fracturation. 50 000 litres et moins, ça n'est pas soumis au règlement. Donc, on ne parle que de grosses opérations de fracturation ici. Et finalement, les troisième et quatrième alinéas font une distinction entre ce qu'on appelle des puits, des forages et des sondages stratigraphiques. Alors, l'application pratique de ça, c'est plutôt une astuce, en fait, pour faire une distinction bidon. Dans les cas de sondage stratigraphique, c'est fait avec des foreuses. Les foreurs sont les opérateurs. On fait des carottes de forage, donc c'est exactement les mêmes impacts. On fore jusqu'en profondeur et on a les mêmes risques quant au risque de contamination, migration de méthane, etc. Mais donc, il y a cette astuce ici qui est introduite l'année passée dans ce règlement. Je vais beaucoup parler d'une norme qui s'appelle la distance ou la marge de sécurité verticale entre le bas des aquifères et la position des forages, ou tout au moins la position de l'extension maximale des fractures. C'est une compilation, ça vient d'un journal américain de l'industrie, American Oil and Gas Reporter. Déjà en 2010, on avait plusieurs milliers d'opérations de fracturation qui ont toutes été compilées sur ce diagramme pour le shale de Marcellus. Alors on voit tout en haut du diagramme que les nappes sont mesurées à ces endroits-là, dans l'État de Pennsylvanie, à des profondeurs atteignant 800 pieds, donc en fait jusqu'à 240 mètres de profondeur. On peut dire que c'est là la limite inférieure des aquifères les plus profonds. Les forages, eux, là où se sont produits la fracturation, donc plusieurs milliers de forages compilés sur le même diagramme, c'est la courbe avec des dentilles. Les dentilles, justement, montrent l'extension de la fracturation. Alors, l'extension de la fracturation dépasse, dans certains cas, 550 mètres, ce qui laisse quand même 1585 mètres de marge entre le bas des nappes et le haut de la fracturation. À un autre endroit du diagramme, on peut voir qu'il y a aussi un minimum supérieur à 1000 mètres, donc 1220 mètres. Dans ce cas-ci, c'est la distance entre le bas des nappes et l'extension des fractures qui remonte le plus haut. Alors, l'extension des fractures, c'est visé en général à 100-125 mètres, mais dans beaucoup de cas, il y a des extensions de fractures qu'on observe qui atteignent et dépassent, dans certains cas, 500 mètres. Un autre état, un autre gisement, dans le cas du shale de Barnett, on observe des données à peu près similaires, une extension visée de 300 pieds, 90 mètres, mais dans la réalité, on a beaucoup plus que ça. On voit vers le bas, ça peut atteindre 640 mètres, et vers le haut, on retrouve la même valeur de 550 mètres. En fait, c'est plus précisément 588 mètres, la distance la plus élevée dans un cas unique. Les profondeurs des aquifères au Texas, on voit qu'ils atteignent assez couramment 400 mètres de profondeur. Ça laisse malgré tout, entre le haut des fractures et le bas des nappes, presque 1000, donc 1460 mètres à cet endroit-ci du diagramme, 1160 mètres dans cette autre portion du diagramme. Alors, il y a toujours beaucoup plus que 1000 mètres.
mètres. Regardons un puits en coupe, un puits comme on en ferait par exemple au Québec. Tout d'abord, ce qu'on définit comme étant la nappe, en fait, c'est de l'eau qui occupe les interstices, les fissures, les espaces intergranulaires dans le cas des dépôts meubles. Et le bas des nappes est une limite un peu floue. C'est l'endroit où, à partir duquel la densité de fracturation, la quantité d'eau qu'on pourra pomper sera très faible. C'est aussi l'endroit où souvent la minéralisation de l'eau commence à devenir trop saline, trop minéralisée. Donc au-delà de 4000 parties par million, on a finalement des eaux qui sont moins propres à la consommation. Au Québec, de façon arbitraire, on a fixé ça à 200 mètres de profondeur ici, sans vraiment avoir des mesures concrètes de ça. Alors le forage qui s'étendrait à partir d'un point d'accès vertical, je mets un exemple à l'échelle ici où on aurait environ un forage qui serait à 600-650 mètres de profondeur. Alors la profondeur du forage, si vous voulez, ça désigne ici la distance entre la surface et une portion horizontale de ce forage-là. L'article 40 s'attache à définir une norme ici qui n'est pas comme dans le diagramme précédent, c'est une norme qui définit une distance entre le bas de l'aquifère et la position horizontale du forage. On s'entend, cette norme est là pour donner ou pas un permis de fracturation à un forage qui viendrait par exemple d'être exécuté. On regardera, dans le cas du ministère de l'Environnement qui a défini cette règle, on regardera si chaque section de forage horizontal respecte une distance de 400 mètres entre le bas de la nappe et la position du forage. C'est pas une marge de sécurité parce que c'est dans cette distance que va se faire la fracturation. Donc les fractures remontent vers la surface à partir du forage, elles s'étendent en fait dans toutes les directions, mais considérons uniquement celles qui s'approchent de la nappe. Alors ça laisse quoi comme marge de sécurité? L'extension verticale des fractures, si elle est de 390 mètres, on aura une marge de sécurité de 10 mètres à peine, mais si on a des fractures qui s'étendent 500 mètres, comme c'est possible, à ce moment-là, la marge de sécurité, elle est tout simplement inexistante, elle est en fait négative. Les fractures vont littéralement pénétrer, les fluides de fracturation vont pénétrer directement dans la nappe avec une norme comme ceci. Donc ce n'est pas du tout une marge de sécurité, ça n'a rien à voir avec ce qu'on parlait dans le diagramme précédent. La ligne noire dans le diagramme précédent correspond à ce que le Québec adopte comme norme, alors que la flèche en rouge ici, qui définit une marge de sécurité de 1460 mètres, c'est entre le haut des fractures et le bas des nappes. Alors au Québec, entre le haut des fractures et le bas des nappes, il n'y en a pas de marge de sécurité. Avec 400 mètres, on est dans des valeurs qui seront nulles ou même qui seront carrément négatives. C'est tout à fait aberrant d'adopter cette distance comme norme. Regardons l'implication pratique de cette norme de 400 mètres sous le bas des nappes pour la position des forages. Prenons un cas bien concret dans le secteur Pierreville-Saint-François-du-Lac. On a des forages, notamment des forages récents qui ont été, en certains cas, soumis à la fracturation. Le forage 248, le forage 253. On a également un forage 199. Ça nous permet de savoir que l'Utica, cet endroit-là, la couche de shale qui contient du gaz qui serait éventuellement la cible d'une fracturation hydraulique, se situe justement à des profondeurs de 550, il y a 100 mètres d'épais environ, donc entre 560 et 660 mètres de profondeur. Je vais utiliser un secteur ici pour modéliser à l'échelle ce que donnerait une fracturation si on l'appliquait à cet endroit-là. Donc, on est tout près du village de Saint-François-du-Lac. Si vous regardez une plateforme typique, ça comporte une dizaine de forages. En général, ça couvre une superficie de 4 km². Les forages descendent à 610 mètres de profondeur et ils ont des extensions. Chaque forage, chacun des 10 forages a une extension de 1600 mètres ici. Alors, donc, le forage respecte les normes. L'Utica, est à la profondeur 560 avec une épaisseur de 100 mètres, il est au centre, en fait, de la couche qui est soumise à la fracturation. Alors, les opérations de fracturation, illustrées dans le schéma ici, vont donner souvent des fractures qui s'étendent sur 100, 150, 175 mètres, mais certaines fractures peuvent dépasser le 400 mètres. Et celles qui atteindraient, par exemple, 500 mètres, on voit qu'il y en a deux illustrées sur la figure ici. On regarde le bas de la nappe directement à la hauteur de nos yeux. Et dans cette zone, on a effectivement une fracturation qui n'a pas de marge de sécurité, qui a une marge de sécurité négative de moins 100 mètres. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le fluide, la contamination directe va entrer directement dans la nappe et les nappes ne sont pas statiques, elles sont mobiles. Donc avec le temps, avec les années, les nappes s'écoulent de quelques dizaines, parfois quelques centaines de mètres par année. On aura une auréole de contamination qui va être directement dans la nappe. On a un article 41 qui est assez farfelu, qui dit qu'une fracturation doit être planifiée et réalisée de manière à prévenir la propagation des fractures vers une voie naturelle.
c'est sûr qu'il y a des failles, c'est sûr qu'il y a des fractures dans le roc qui étaient illustrées ici. Il y a aucun expert en géologie qui va dire que ceci représente une façon réaliste de décrire une réalité. On ne peut pas planifier, et surtout pas avec les dispositions des articles qui vont suivre. On ne peut même pas mesurer si le fluide, si les fractures se sont étendues jusque dans une zone sensible. On a aussi une petite norme 42 pour la composition, mais on a également à l'article 43 le suivi pour comprendre la réalisation d'opérations qu'on appelle microsismiques. Ça consiste à observer dans 4 petits forages voisins de celui où on fait la fracturation l'amplitude des vibrations et leur localisation. Donc ça donne une idée jusqu'où s'étendent les fractures. Je vous montrerai un exemple un peu plus tard de ce que ça donne comme résultat, un diagramme d'écoute microsismique. Ici, la disposition complètement absurde dans l'article 43 dit que s'il y a déjà eu une mesure microsismique dans la même formation géologique, une analyse des données recueillies dans ce cas-là pourra être utilisée pour les autres. Concrètement, par exemple, vous avez entendu parler qu'à Anticosti, la formation géologique s'appelle Shale de Macasti. On prévoit dans un scénario faire 6500 puits. La disposition du règlement ici dit bel et bien que les opérateurs devront faire un suivi microsismique dans le premier forage, et pour les autres forages, ils pourront se contenter simplement d'une analyse des données recueillies dans ce premier forage. Donc, il y aura un forage où on fera une obligation de microsismique, et les 6499 autres forages pourront être faits à l'aveugle, c'est-à-dire que l'injection et la fracturation vont se faire sans qu'il y ait du suivi microsismique pour vérifier si les fractures, justement, s'étendent dans des zones sensibles. Disons, l'hôpital de Lanaudière, qui réalise des opérations pulmonaires, procède bien sûr à des examens radiologiques sur les patients avant de les opérer pour localiser la tumeur, etc. Alors, ça dirait que, par exemple, si l'hôpital de Lanaudière a 5000 opérations à faire dans l'année qui vient, il y aura une obligation de faire une radiographie sur le premier patient, mais tous les autres patients de la même région pourront subir l'opération sans qu'on soit astreint à leur faire une radiographie, étant donné qu'on utilisera les données de la première radiographie. L'absurdité de ça, l'extension des fractures dépend non pas de la formation géologique, mais ça dépend de la répartition des fractures, des failles, la densité, l'orientation, et ça c'est variable d'un point à l'autre à l'intérieur d'une même formation géologique. Alors dans l'UTICA, si on avait à réaliser 10, 15 000 forages, ça serait aussi le même cas. Il y aurait dans le règlement l'obligation que le premier puits fasse l'objet d'un suivi microsismique, mais pour tous les autres puits, le règlement autorise les exploitants à prendre les données recueillies lors de ce premier forage et de les extrapoler pour les 14 000 autres 999 forages. C'est totalement absurde, ça démontre l'incompréhension complète chez ceux qui ont rédigé ce règlement. Voici un exemple bien réel de relevé microsismique. Chacun des petits points montre l'extension de la fracturation hydraulique. Les zones en rouge, je dirais, c'est un comportement à peu près normal. Ça s'étend à quelques centaines de mètres, mais on observe une zone. La présentatrice explique ici que lorsque le fluide pénètre dans une zone de faille, il va s'étaler et la distance d'étalement montrée sur le diagramme dépasse 650 mètres. Elle explique qu'il s'agit d'une zone de faille dans laquelle le fluide de fracturation hydraulique s'est engouffré, et que c'est une perte pour les exploitants de perdre ainsi du fluide qui ne sert pas à faire une bonne fracturation. L'aspect environnemental de ça, c'est que la microsismique montre bel et bien que lorsqu'il y a des fractures, c'est impossible de savoir où sont les fractures de façon complète avant de faire les forages. Lorsqu'il y a fracture, la microsismique, effectivement, est un outil qui nous éclaire sur l'extension des fractures, et il y a une relation directe entre les fractures préexistantes, les failles, et l'extension bien au-delà des distances prévues. Plusieurs centaines de mètres, 500 mètres, ça arrive assez souvent, mais dans l'exemple, on avait 650 mètres d'extension des fractures. Alors, on dit que l'article 44, ça doit être réalisé sous la supervision d'un professionnel. C'est le géologue à l'emploi de la compagnie qui est désigné ainsi. Le responsable du puits de mettre en œuvre un programme et aviser le ministre de tout incident. Alors, c'est de l'autosurveillance ici. Le ministre est avisé, donc les rapports sont théoriquement déposés. Le responsable a 30 jours pour transmettre le rapport des opérations de fracturation. On appelle ça des rapports de complétion ici. Malheureusement, toutes ces données, gens vont déposer pour l'obtention des permis, mais dans la réalité, si les incidents surviennent, ils seront absolument non divulgués. Voici comment se procède la fracturation. C'est une petite explication qui vient complémenter ce que j'ai dit sur la microsismique. Lorsqu'on a une fracture, c'est un terrain en coupe, et dans le cercle, j'ai agrandi un peu ce qui se passe. Donc, la pression d'eau, pression d'injection dans une fracture va pousser les parois, va les écarter. Ce que mesure la microsismique, ce n'est pas l'extension de cette fracture qui s'ouvre en traction. Traction veut dire qu'on tire de chaque côté, on pousse en fait pour ouvrir les parois. Il y a des ruptures en cisaillement,
ce qui sont montrés en rouge ici, et ce sont ces ruptures en cisaillement qui accompagnent, bien sûr, dans la zone où on fait de la fracturation. Et cet autre type de rupture est perçu par le monitoring microsismique. Alors, le monitoring microsismique mesure indirectement l'extension des fractures. Les fractures en traction peuvent aller plus loin, quelques dizaines, quelques centaines de mètres plus loin peut-être que ce que la microsismique en mesure. Il faut savoir aussi que ça coûte assez cher, les opérations de fracturation hydraulique, et ça coûte aussi beaucoup plus cher quand on les accompagne de suivi microsismique. C'est la raison pour laquelle le règlement est tellement laxiste, si vous voulez. C'est une demande du lobby pétrolier de ne pas être astreint à payer ces dépenses assez costaudes de suivi microsismique, donc faire de la fracturation hydraulique à l'aveugle sans faire les opérations microsismiques, c'est ce qui se fait dans la majorité des cas. Dans 97% de 75 000 opérations de fracturation hydraulique réalisées aux États-Unis, on constate qu'il y a eu du microsismique qu'on peut compiler dans des diagrammes et dans des publications scientifiques. Ça ne concerne que 3% des opérations de fracturation, celles où on a fait effectivement de l'instrumentation pour aller vérifier par microsismique l'extension des fractures. Alors, le règlement québécois ne fera l'obligation que pour une seule opération. Petit exemple de manque de transparence également, j'ai tenté d'obtenir les rapports de complétion, c'est-à-dire ceux où on a eu de la fracturation hydraulique dans 18 des 31 forages réalisés de 2006 à 2010, et voici ce qu'on nous répond au gouvernement. On nous répond qu'on ne peut nous transmettre ces informations parce qu'elles forment la substance d'articles visés par les articles 23 et 24. Ça veut dire tout simplement que ces articles-là ne peuvent pas être fournis par le gouvernement s'ils ont été réalisés comme secret industriel, à moins de demander la permission à l'industriel qui a publié le rapport. Ça, c'est l'article 23. Et l'article 24, c'est-à-dire que l'organisme public ne divulgue pas, c'est encore plus restrictif, s'il considère, sans même demander au propriétaire du puits, si le fonctionnaire décide que ça constitue la substance du rapport. C'est ça qu'on m'a répondu, c'est que ça forme la substance. Ici, on n'a même pas demandé à la compagnie Talisman, par exemple, si elle autorisait à divulguer à Marc Durand les rapports de fracturation hydraulique. On a tout simplement passé directement à l'article 24 pour me dire que non, le ministère ne me fournissait pas les rapports. Ce sont des rapports qui sont quand même absolument essentiels pour connaître l'extension réelle des fractures dans les forages qui ont eu lieu au Québec. Il y en a quand même eu 18, il y en a eu un certain nombre qui ont eu un suivi microsismique. Ces données sont toujours secrètes. Elles ne font pas partie des rapports de l'évaluation environnementale stratégique. Elles n'ont pas été non plus étudiées ou analysées par les experts du BAP. On les a vraiment gardées secrets et c'est pourtant le nœud essentiel. Jusqu'où s'étendent ces fractures? Atteignent-elles les nappes? On a une omerta complète sur cette chose-là. C'est pourtant l'inverse que nous ont présenté les experts du gouvernement lors de la rencontre du 12 septembre. Ils nous ont dit que ces informations étaient du domaine public. Bien sûr, ça ne s'applique qu'aux hypothétiques futurs forages qu'on fera, mais ça donne un peu l'état d'esprit. On a pour la façade des dispositions dans un règlement qui n'a pas d'application concrète pour l'instant et on applique des politiques au gouvernement très, très centrées sur l'unique intérêt des industriels et un refus total de communiquer de l'information pour, je dirais, ceux qui s'intéressent à la question de façon un peu plus objective. Est-ce que c'est des propos rassurants de nous faire servir, par exemple, que la majorité des fractures ne dépassent pas 500 mètres? 99% des fractures ne dépassent pas 500 mètres. C'est un fait, mais est-ce bien rassurant de savoir, par exemple, dans l'eau, vous auriez à rouler sur un paquet de vis et de clous répandus sur la chaussée? Si on vous dit qu'il y a seulement qu'un dixième de 1% de ces clous qui sont suffisamment longs pour transpercer votre pneu, est-ce que ça vous rassure? Ça change rien qu'il y en ait 1, 2, 10, 50 clous qui percent votre pneu. Le résultat final sera exactement le même. Votre pneu va être à plat. Pour les nappes, c'est la même chose. S'il y a 10 000 fractures dans une opération de fracturation hydraulique, qu'il n'y en ait qu'un dixième de 1% de ces fractures qui pénètrent dans la nappe, ça changera pas le résultat. Cette nappe va être contaminée. Elle est soumise à un risque. Peu importe le nombre de fractures qui vont pénétrer dans la nappe, une seule fracture suffit à amener des contaminants dangereux dans une nappe phréatique. Donc, ce n'est pas du tout rassurant de prendre des moyennes. On ne peut pas prendre des moyennes dans un cas comme ça. Il faut savoir est-ce que les fractures peuvent ou ne peuvent pas entrer dans la nappe. Et la réponse, c'est bien sûr qu'elles peuvent entrer dans la nappe. Toute opération de fracturation hydraulique comporte des milliers de fractures individuelles et certaines d'entre elles ont 100% de chance de dépasser la distance de 400 mètres dans la norme du Québec.